Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui était l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage non supervisés pour l'inférence de profils cognitifs chez les enfants. Donc, pour vous mettre en contexte, les tests neuropsychologiques permettent donc de mettre en lumière le fonctionnement cognitif de l'enfant. C'est le cas depuis de nombreuses années. Un de ces tests est le 5-point test, qui est un test de fluidité graphique qui évalue les fonctions exécutives. Puis ce test-là a été montré utile pour caractériser les profils cognitifs de diverses populations cliniques. Par exemple, une étude de Gauthier et collègues en 2016 ont réussi à discriminer les profils cognitifs distincts dans le 5-point test pour un groupe d'enfants TDAH comparé à un groupe contrôle. Puis pour ce faire, donc, ces derniers ont utilisé les Self-Organizing Maps de Kohonen, qui est un algorithme d'apprentissage machine non supervisé. Puis donc, le SOM a pu permettre de découvrir des profils cognitifs chez les enfants. Donc, cette étude-là a été faite chez les enfants, mais également chez les adultes. Donc, par exemple, pour une étude de Silver et Schmush en 2008, qui ont réussi à extraire des profils cognitifs à partir de performances au test neuropsychologique chez des schizophrènes. Donc, notre objectif, c'était d'explorer l'existence de profils cognitifs au 5-point test chez les enfants neurotypiques à l'aide des Self-Organizing Maps. Donc, pour la méthodologie, donc, on a eu 113 participants neurotypiques âgés de 7 à 13 ans qui ont effectué le 5-point test. Donc là, je vous parle du 5-point test depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un test de fluidité graphique, comme je l'ai dit, qui consiste à relier des points avec des lignes droites pour former le plus de dessins possible en 5 minutes. Et donc, c'est ça. Donc, pour notre tâche, on a utilisé le nombre de dessins, le nombre de répétitions et le nombre de stratégies. Donc, juste pour vous montrer un petit peu le nombre de dessins, on peut voir à droite 2 exemples de dessins ici qu'un enfant pourrait faire. Donc, on comptabilise le nombre de dessins total. Ensuite, les répétitions, c'est si un enfant fait 2 fois le même dessin pendant la tâche. Puis pour les stratégies, donc il y a plusieurs types de stratégies. On a donc les stratégies d'addition. Donc, par exemple, si vous prenez le premier dessin au centre, puis que l'enfant fait ce dessin, puis par la suite va faire celui-ci, on parle d'une stratégie d'addition, donc il rajoute une ligne. Pour une stratégie de soustraction, c'est l'inverse. Donc, l'enfant va faire en premier, puis ensuite retirer une ligne. On a par la suite donc des stratégies de rotation. Donc, on prend ce dessin, puis on le tourne. Puis finalement, des stratégies de réflexion, donc miroir. Puis donc, on a pris ces nombres de dessins, nombre de stratégies et nombre de répétitions par intervalle d'1 minute. Puis ça nous a servi d'entrée au SOM. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du SOM. Donc, c'est un réseau de neurones artificiels de type non supervisé qui permet de projeter des données à plusieurs dimensions sur un espace en 2 dimensions, tout en conservant les relations topologiques originales. Donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'on prend nos participants qui ont maintenant auquel on a attribué un vecteur de 15, puis on va comparer, en fait, nos données à des neurones auxquels on a attribué, en fait, des vecteurs aléatoires, donc des points de connexion aléatoires. Puisque, dans le fond, l'algorithme fait, c'est qu'il va comparer à chaque fois la distance euclidienne de notre participant, du vecteur du participant, à tous les vecteurs, en fait, des neurones, puis il va choisir, en fonction de la plus petite distance euclidienne, le neurone gagnant. Puis ensuite, donc, pourquoi on dit adaptatif, c'est parce que le vecteur, donc le poids du neurone, va changer pour se rapprocher de notre participant. Puis donc, ça, c'est fait, c'est répété pour tous les participants, puis dans notre cas, 1 million de fois, pour avoir la meilleure, en fait, projection possible sur notre cas. Puis donc, ensuite, afin de séparer plus clairement les groupes, on s'est servi, en fait, de nos neurones. Donc, on avait un réseau de taille de 8 par 8 neurones. Puis, on les a mis en entrée d'un clustering hiérarchique agglomératif qui fonctionne là, en regroupant successivement des données jusqu'à atteindre le nombre de clusters désirés.
Puis, étant donné qu'on voulait que ça soit le plus sans a priori possible, et que pour la technique de clustering qu'on a utilisée, il fallait préciser un nombre de clusters. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a testé plusieurs avec comme mesure le coefficient silhouette, qui est un indice de qualité des clusters qui compare la distance des données intra- et interclusters. Puis donc, l'objectif, c'est d'avoir le nombre de clusters optimal sans devoir choisir. Donc maintenant, pour les résultats, donc voici ici notre première map, c'était les sample hits, donc le nombre de participants avec le même neurone gagnant pour chaque neurone du réseau. Donc on peut voir, par exemple, en haut à droite, on a un grand regroupement de participants. Mais il faut faire attention ici parce que ce n'est pas une vraie représentation qu'on a. Là, on les voit tous côte à côte, mais en réalité, on ne peut pas savoir vraiment à quelle distance les neurones sont les uns des autres. Parce que oui, c'est en deux dimensions, mais ce n'est pas une grille rectangulaire. Donc, pour voir, en fait, puis ça, c'est important parce que si on a, par exemple, beaucoup de participants sur un neurone, beaucoup de participants sur l'autre, mais ça nous indique que déjà, pour chaque neurone, ces participants-là se ressemblent. Si ces deux neurones-là sont très, très proches les uns des autres, ça nous dit peut-être qu'en fait, ils appartiennent au même groupe. Tandis que si on voit que c'est deux neurones qui sont très, très éloignés, ça peut nous donner une idée que c'est deux groupes qui pourraient être différents. Donc, pour vérifier ça, on a utilisé un U-matrix, où en fait, ici, chaque cellule représente la somme normalisée des distances euclidiennes entre un neurone et ses voisins. Puis ce qui est habituellement avantageux du U-matrix, c'est que c'est assez facile à visualiser parce qu'on peut voir en fait quand c'est un groupe, en général, on va avoir plusieurs cellules blanches, puis les groupes vont être séparés par des cellules noires. Comme on peut voir ici, c'est pas vraiment le cas. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas vraiment le somme n'a pas pu à lui seul séparer nos groupes. Puis c'est pour ça qu'on a utilisé notre méthode de clustering. Puis donc, après avoir utilisé le coefficient silhouette, on a obtenu un nombre de clusters optimal qui était de 2. Donc, on peut voir ici, ça c'est le premier cluster qu'on voit en rouge et en vert, puis le second en orange ici. Maintenant, qu'on revient en fait à nos vecteurs de 15, qu'on les redivise en fait en nombre de dessins, nombre de répétitions et nombre de stratégies par intervalle d'une minute, on peut voir en fait vraiment que nos groupes sont différents. Donc, deux aspects vraiment qui sont différents pour ces deux groupes-là. C'est premièrement le nombre de dessins qui ont été effectués. Donc, on peut voir ici que le premier groupe a fait beaucoup plus de dessins que le second, mais ils ont aussi fait beaucoup plus de répétitions et utilisé plus de stratégies. Donc ça nous donne une idée là, que vraiment, le premier groupe était vraiment là, il y allait. Puis l'autre chose qu'on a vu, c'est l'évolution qu'on voit ici, c'est l'évolution en fait de la production qui est différente, dans le sens où le premier groupe a plutôt un patron en forme de cloche, tandis que le second a un patron qui est descendant. Donc, ce que ça nous dit, en fait, c'est que l'algorithme a pu identifier au moins deux types de profils cognitifs différents, puis que les deux groupes se distingueraient par, on pense, une distribution différente des ressources cognitives. Donc, quand on voit, en fait, cette production très, très, très élevée de dessins et de répétitions pour le premier groupe, ça nous indique en fait que ce groupe-là, il est vraiment axé sur la productivité, puis que l'exactitude pour lui est moins importante. Donc, les participants vont produire plein de dessins, puis ils vont pas trop se poser la question, est-ce que j'ai vraiment répété, est-ce que j'ai vraiment déjà fait? Puis, c'est un peu l'inverse, en fait, du second groupe, qui lui, au contraire, faisait plus d'attention, qui était plus focusé sur l'exactitude. Donc, faire moins de dessins, mais en s'assurant de faire moins de répétitions. Puis, une deuxième différence, on pense que c'est des approches donc différentes à la tâche. Comme on a dit, le premier groupe avait un patron de production en forme de cloche, donc qui nous indique en fait un petit peu que ils sont allés, puis dès qu'ils sont habitués à la tâche, ils ont produit, peu importe. Puis c'est vraiment à la toute fin, là, quand il n'y avait vraiment plus moyen d'ignorer en fait qu'il y avait des répétitions, que là, la production diminue. Tandis que le groupe 2,
lui, en fait, comment ça fonctionne, c'est que ben, plus ils font de dessins, moins il y a de dessins qui sont disponibles, donc moins ils vont en produire. C'est pour ça qu'on observe là, ce patron de production descendant. Donc, pour les limites, ben, premièrement, en fait, la nécessité d'avoir ajouté un clustering après le sum, ça nous indique potentiellement en fait qu'il y a des problèmes de méthodologie à travailler ou de vérifier en fait si c'est pas vraiment simplement un problème de groupe. Puis pour les pistes de recherche futures, on aimerait beaucoup appliquer cette technique à des troubles neurodéveloppementaux afin d'explorer ben, si les profils cognitifs trouvés s'appliquent à des populations autres que neurotypiques. Puis si l'algorithme est en mesure de différencier des groupes cliniques sur la base de profils cognitifs dans le 5-point test. Puis actuellement, on vient de partir un projet pour utiliser la neuroimagerie, donc le EEG, pour explorer les corrélats neuronaux des profils qui ont été trouvés dans ce projet. Donc, en conclusion, ce projet ouvre de nouvelles voies dans l'exploration des modes de fonctionnement cognitif des enfants neurotypiques. Et puis, ces découvertes pourraient potentiellement permettre de mieux comprendre le développement atypique. Puis finalement, j'aimerais remercier Ivado pour l'événement et puis les laboratoires d'études en neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent, avec Bruno Gauthier, le directeur, et puis donc le Coco Lab avec Karim Chérini comme directeur. Donc, merci.